Vous êtes bien devant LCI Direct, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver en ce jeudi. C'est l'événement du jour. La France doit montrer sa force et dissuader face à la menace russe. Sans céder à la panique ni à la peur, notre pays doit se préparer à la guerre, nous dit Emmanuel Macron. C'est tout le sens du rétablissement du service militaire volontaire cette fois, que le président a officiellement annoncé tout à l'heure. Dans ce monde incertain, où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l'impréparation, ni à la division. La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer. Et partons en Isère, retrouver nos envoyés spéciaux Léonard Attal et Léo Miancourt qui ont suivi le discours du chef de l'État. Bonjour Léonard. Emmanuel Macron a appelé la jeunesse française à la mobilisation. Oui, tout à fait, avec ce service national volontaire qui concernera les jeunes âgés majoritairement de 18-19 ans, a dit Emmanuel Macron, et qui se seront portés volontaires lors de la journée de mobilisation, nouveau nom donné à la journée de citoyenneté. Et ce service national volontaire pourra débuter dès l'été prochain. Face à l'accélération des périls, nous devons donner la possibilité à notre jeunesse de servir, a dit le chef de l'État. Et l'objectif, c'est, selon Emmanuel Macron, de se tenir prêt et d'être respecté dans les années à venir. Dans le détail, cette formation va durer 10 mois. Le premier pour apprendre les rudiments de la vie militaire, a dit le chef de l'État. Et puis ensuite, 9 mois au sein d'une unité militaire sur le territoire national. Nos jeunes serviront sur le territoire national et uniquement sur le territoire national, a martelé à plusieurs reprises Emmanuel Macron. Alors, quelle ampleur pour ce nouveau dispositif ? Emmanuel Macron a fixé un objectif en 3 temps. 3 000 jeunes dès l'année prochaine, dès l'été 2026. Ensuite, 10 000 jeunes en 2030. Puis, à l'horizon 2035, 50 000 jeunes qui, à l'issue, pourront rejoindre soit l'armée d'active, soit la réserve militaire. Enfin, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait adapter ce dispositif dans les années à venir en fonction de l'état de la menace. Il a par exemple affirmé que ce service national volontaire donc pourrait devenir obligatoire pour un certain nombre de jeunes en cas de force majeure, pour certains jeunes qui auraient été repérés lors de leur journée de mobilisation. Merci beaucoup Léonard Attal pour ces précisions en direct de Varsalières et Rissé en Isère avec Léo Miancourt. Allons plus loin avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir le général François Chauvency. Bonjour général, consultant géopolitique pour LCI. Marion Buchet, bonjour. Expert aéronautique, ancienne pilote de chasse. Grégory Phillips, bonjour. Rédacteur en chef international pour LCI. Et Renaud Pilat pour la politique nous rejoindra. Avant de vous entendre, en quoi consiste ce nouveau service national dont le président a précisé les modalités? Regardons ensemble. Un service d'une durée de 10 mois, rémunéré 900 à 1 000 euros par mois. Objectif, 10 000 à 50 000 jeunes d'ici à 2030. Général, est-ce l'une des bonnes réponses face à la menace, face au danger ? C'est une bonne réponse parce qu'il ne suffit pas d'avoir des équipements, d'avoir des soldats professionnels. Il faut aussi que la nation soit confortée dans une détermination à résister. Et c'est un petit peu l'objectif. Ça fait des années qu'on confie à l'armée professionnelle le souci de défendre le pays. Nous savons que cette armée professionnelle serait insuffisante face à un conflit de haute intensité. Ce qui veut dire que la nation doit être derrière son armée professionnelle, mais d'être aussi capable de prendre ses responsabilités en cas de besoin. Et ce qui est fait là, c'est petit à petit de rappeler à la société française que cette défense ne peut être que collective. On ne peut pas se contenter de donner cette responsabilité à des professionnels qui, en temps de guerre, on le voit en Ukraine, au bout de 2 ans, l'armée professionnelle n'existe plus. C'est des conscrits, c'est des mobilisés qui deviennent professionnels à cause de la guerre. Mais en tant que statut, non. Donc aujourd'hui, c'est une manière finalement d'apporter cette sensibilisation à la société civile. Et comme on est en France, on ne fait appel qu'aux volontaires, parce que ça évite beaucoup de soucis. Volontaires à titre, je dirais, à dose homéopathique, puisque nous parlons comme de 10 000 pour 2030, et c'est plutôt 2035 qu'on en aura 50 000. Donc c'est aussi un apprentissage finalement pour les structures, parce que ça a été dit d'ailleurs dans le discours du président Macron, les structures ont été tellement dégradées suite à la décision de la suspension du service militaire,
le nombre de communes qui ont récupéré les casernes pour un euro symbolique, ou le foncier, sans aucun état d'âme, quel que soit le parti politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura un souci à terme, mais ça a été pris en compte, semble-t-il, de remettre en état ou à construire de nouvelles casernes. Et d'ailleurs, on pourra en profiter pour faire un peu d'écologie, avoir des casernes hyper performantes en termes d'énergie et Comment autres. le général s'emballe? Parce qu'on va parler quand même du financement, hein, Oui. qui n'a pas été évoqué, à moins que je me sois trompé. Renaud Pilat, sur la portée de cette annonce, hein, encore une fois, le président l'a répété, on réinstaure un service militaire, certes volontaire, dans un contexte de menace russe. Oui, il me semble qu'il y avait deux personnages que l'on a entendus à midi. Il y avait le chef des armées. Et le chef des armées qui disait aux Français, eh bien que désormais la menace elle est là et on ne cesse de le répéter. Et notamment depuis 2022 sur LCI, on a extrêmement largement couvert cette guerre en Europe, cette guerre en Ukraine, qui on voit aujourd'hui prendre des proportions avec des implications quasiment dans le monde entier. Et donc la menace, elle est là. Et puisque la menace est là, eh bien, les 40 ans de pensée peace and love, monde des bisounours, où finalement tout le monde allait bien s'entendre en faisant du commerce, eh bien ça, c'est terminé. Hein. Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, tout allait bien se terminer. Eh bien non, les empires sont là, les prédateurs sont là, le droit international a disparu, et on se retrouve, nous, pauvres petite Europe, à devoir désormais se réarmer. Les Norvégiens l'ont fait avant nous, les Belges l'ont fait avant nous, et nous, moi je pense à titre personnel, mais enfin ça aurait été bien de le faire il y a 2 ou 3 ans, dès 2023 par exemple, après la guerre en Ukraine. Mais enfin bon, après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il me semble que c'est très nécessaire. Le chef des armées a dit on a besoin d'augmenter les effectifs. Et donc il y a un projet très clair, 10 mois, 18-19 ans, volontaire, et on apprendra. C'est pas un stage, hein, maniement des Bien armes, formation militaire, une vraie formation militaire. Et puis le président, et là l'émetteur est très impopulaire aujourd'hui, mais il faudrait pas effectivement que c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui l'annonce qu'une grande partie des jeunes se disent on n'en veut pas, ce truc annoncé par Macron. Non, maintenant il me semble que c'est à l'armée de bien communiquer pour bien lancer ce projet pour 2026. Ah mais ce n'est pas le cas, vous savez, hein, croire nos sondages, notre sondage IFOP qu'on va vous montrer dans quelques instants, ou encore les jeunes, qu'en pensent les premiers concernés? Nous leur avons posé la question, écoutons-les. S'il faut servir le pays, forcément j'irai. Oui. J'ai déjà pensé, je voulais intégrer l'armée de terre. Je pensais faire 5 ans. Pour le moment, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça me concerne, ça me semble loin. Après, effectivement, si je commence à avoir des attaques qui arrivent sur notre territoire et tout ça, peut-être que je me poserai la question. Je pourrais, mais sur une durée vraiment très courte, genre 1 an, 2 ans maximum, genre pas plus. Pas plus, mais il y est prêt, Marion Buchet. C'est intéressant justement de voir qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes. Mais oui, mais alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a 15 ans, vous disiez pas que vous étiez militaire, parce que c'était honteux. Mais c'est vrai. En 2015, les choses ont commencé à évoluer, et on voit que ce lien armée-nation a été renforcé. Il l'évoque au début de son discours, le président Macron, il parle de toutes ces initiatives qui existent, les escadrières jeunesse, les cadets, et qui rencontrent de plus en plus de succès, mais qui restent quand même dépendante de l'offre qui est à proximité des lieux d'habitation de ces jeunes. Or, avec ce service militaire, ce qui va être possible, c'est pour eux de s'engager. En plus, on est sur un format de volontariat, donc il va pas falloir encadrer des gens qui sont pas motivés pour venir. Ils vont être sélectionnés, et ça change quand même beaucoup la donne par rapport à la conscription obligatoire. Moi, je trouve que aussi ça va permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe dans les armées. Le général Mandon l'évoquait devant les maires. Il disait, oui, il y a des spécificités au métier de militaire, déménager, scolariser ses enfants, toutes ces choses-là qui ne sont pas du tout prises en compte par la société civile, à la différence des pays anglo-saxons, par exemple, où quand vous êtes militaire, on vous invite au restaurant. Moi, je ne demande pas aux gens d'inviter les militaires au restaurant, mais vous avez des facilités d'accès aux écoles pour vos enfants. Enfin, la société civile porte vraiment ces armées, et ça, c'est intéressant à mon sens. Regardons ensemble notre sondage IFOP pour LCI. On voit qu'une immense majorité de Français soutient cette mesure. 81% des Français sondés nous ont dit qu'ils sont pour l'instauration d'un service militaire volontaire pour les 18-25 ans. C'est très clair. Et quand on leur pose la question pour un service militaire obligatoire, ce qui n'est pas annoncé par Emmanuel Macron, c'est bien la base du volontariat, eh bien 64% des Français interrogés répondent
oui. Hein. Qu'est-ce que ça dit justement de notre société et de l'évolution des mentalités? La réponse aurait peut-être été différente, comme le disait Marion Buchet, il y a 5, 10, 15 ans. Non, il y a peut-être autre chose. Là, je pense que vous avez aussi des chiffres sur les tranches d'âge concernées. Il est certain que les plus jeunes seraient peut-être beaucoup moins favorables que les plus anciens, et que ça fait tellement d'années que j'entends dans toutes les conférences que je fais par les plus anciens dire « service militaire, c'est bien, oui, mais et vous l'avez fait ?» Non. Donc le service militaire était bien pour les autres. Donc là, ce qui est rassurant d'un certain côté, c'est que bon, globalement, on a un Général, vous ne pensez pas que les Français ont changé ? Moi, personnellement, la guerre en Ukraine m'a fait prendre conscience de la réalité d'un retour de la guerre possible aux portes de l'Europe, que le budget des armées avait peut-être été amputé à tort. Et les Français qui nous regardent, ils ont aussi des éléments nouveaux et ils peuvent aussi évoluer. Oui, il y a une évolution, mais entre dire oui, je suis favorable et en accepter le coup, moi je l'ai dans mes conférences des personnes qui sont des cadras, qui disent et qui me posent, la première question qui me tombe dessus, c'est et qu'est-ce que je dois dire à ma fille ou à mon fils qui ont 14-15 ans pour leur futur? Ça m'est arrivé plusieurs fois et je réponds quoi? Donc il y a aussi, quand cette tranche d'âge elle n'est pas innocente et que je vois des réactions aussi de même dans ma famille avec des ados qui arrivent à 15 ans, on se pose la question du futur. Exactement. Donc l'inquiétude, la même chose. Voilà, l'inquiétude elle est là. Surtout après les déclarations du chef d'état-major, effectivement, où voilà, bon, on me questionne, je croise des gens qui me disent alors, c'est vrai, il va y avoir une guerre dans 1 ou 2 ans, donc. Il me semble que dès l'année prochaine, rien de mieux que d'avoir une préparation militaire, comme on le disait aussi dans le jargon militaire, pour essayer de voir quels sont les enjeux et de voir que, je dirais que le SNU n'a pas fonctionné, c'était vraiment c'était pas assez financé, c'était pas assez sérieux, il y avait des vidéos, je me souviens, qui raillaient un peu le SNU parce que c'était pas dans le cadre militaire. Là, on est vraiment dans l'entrée dans une formation militaire. Et puis aussi répondre aux interrogations sur le futur, sur l'avenir individuel. Parce que pour ces 3000 premiers jeunes qui vont peut-être choisir de s'engager volontairement, ça peut être aussi une opportunité professionnelle très importante. Vous disiez, Marion, avant la conscription, il n'y avait pas que des volontaires, il fallait gérer des gens. Alors, il se trouve que moi, j'étais une des dernières générations à faire mon service national dans la gendarmerie pendant 10 mois, la même durée d'ailleurs. Et j'avais dans ma caserne, alors certains qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, mais beaucoup aussi qui étaient là parce que c'était une opportunité d'entrer dans l'arme qui était la gendarmerie nationale. Donc on peut imaginer que pour ces 3000 premiers jeunes gens qui vont faire le choix de s'engager, il y aura aussi une réponse sur l'avenir, le futur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc., avec une voix qui est professionnelle, très intéressante. Enfin, vous en êtes tous les deux l'illustration. Et où on est très accompagnés. Dans les armées, on a cette tradition. Il y a la formation initiale d'1 mois, et derrière, ils vont être intégrés à une unité. On va leur apprendre un métier. Ils vont petit à petit être de plus en plus autonomes sur des missions. Et ça, ils vont arriver avec un savoir-être qu'auront pas les gens qui ne l'auront pas fait. Face à cette mesure qui fait globalement consensus, il y a quand même des voix discordantes qui se font entendre, notamment chez les insoumis. Écoutons leurs arguments. Non, nous ne pouvons pas être d'accord avec cela, d'autant plus que ça intervient dans un moment où il y a eu les propos, il y a quelques jours, du chef d'état-major des armées, qui a expliqué qu'il fallait que nous soyons prêts à perdre nos enfants et à souffrir économiquement. Nous sommes très inquiets de voir qu'il y a une manière de gouverner par la peur qui, je crois, ne fonctionnera pas dans notre pays. Est-ce qu'on joue avec nos peurs? Alors d'abord, je pense que Mathilde Panot devrait peut-être regarder les 30 minutes du chef d'état-major des armées, parce que c'est pas les 8 mots qui sont comme vraiment sortis de leur contexte, qui doivent être instrumentalisés pour des raisons politiciennes. Il faut écouter tout ce qu'a dit le général Mandon, et là on comprendra que c'était absolument pas dans le faire peur, c'était expliquer les choses, ce qu'on attendait, ce qu'il fallait envisager, et c'est absolument pas ce qu'elle raconte. Là nous sommes dans la désinformation classique de LFI, de l'extrême gauche qui est antimilitariste par principe, et qui finalement nuit à l'idée de nation. Là nous parlons d'une nation qui doit être capable de se défendre face à un adversaire quel qu'il soit. Et on est en train de réapprendre aux uns et aux autres, vous savez, la paix finalement éternelle, c'est terminé. Il va falloir se préparer non pas au pire, mais à des éventualités. Et d'ailleurs, tous les discours... Et le président de la République l'a dit d'ailleurs, on n'est pas là pour faire peur, il n'a pas dit exactement comme ça. Mais oui, c'est ça, il n'est pas là pour jouer avec les peurs et paniquer. Et après, le rôle de l'État, n'oublions pas que le rôle de l'État, et donc de son exécutif, c'est de protéger la nation, sa population et son territoire. Et donc, il rappelle simplement qu'aujourd'hui, ce qui était acquis ne l'est plus, et que chacun doit contribuer à cette défense collective. Et il ne s'agit pas de faire
peur. Il s'agit de prendre des mesures quand il faut, pour que si jamais ça arrivait, ça n'arrive pas. Et surtout, s'il y avait une menace, qu'on soit suffisamment fort à ce moment-là pour la dissuader, pour justement qu'il n'y ait pas de guerre. Alors, pour préciser, parce que nous aussi, on a posté un extrait de ce qu'a dit Mathilde Panot chez Les Insoumis. Je crois qu'elle s'intéresse aussi aux priorités, peut-être aussi au financement de ce service militaire non obligatoire. Ça a été pensé. Il l'a évoqué ce matin. Il a annoncé 2 milliards qui étaient compris dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances. Donc encore faut-il que le projet de loi de finances soit voté. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une autre question. Mais et ces chiffres de 3 000, 10 000, 50 000 et le cadencement n'est pas anodin aussi, puisqu'il prend en compte les capacités d'absorption des armées, le rythme de capacité d'absorption des armées. Grégory, ce qui est très intéressant, si on regarde cette carte qui nous montre comment l'Europe mobilise ces jeunes, car pendant que certains s'interrogent sur ce service militaire, de nombreux pays en Europe sont en train de réintroduire un service national. Alors en jaune, c'est ceux qui ont un service militaire obligatoire. Non, en orange, pardon. En orange, service militaire obligatoire. En jaune, un service militaire obligatoire réinstauré. Donc on est dans l'obligation. Et en bleu-vert, pas de service militaire obligatoire, mais des services volontaires qui sont envisagés en Belgique, en Allemagne. Alors, regardez les pays en jaune et en orange. Ils ont un point commun, hormis ceux qui sont en bas, c'est qu'ils sont tous quand même... frontaliers que la Russie, très proche de la Russie. Danemark, Finlande, Norvège, Estonie, Lituanie, Suède, Lettonie. Évidemment, tous ces pays ont un point commun, c'est qu'ils sont aux premières portes, si je puis dire, de la menace russe. Un petit bémol sur le Danemark, parce que le service militaire, il est obligatoire, mais en fait, ils remplissent à plus de 99% le quota par des volontaires. Donc en fait, il y a vraiment que 0,89% de la population en âge de le faire, hommes et femmes depuis juillet 2025, qui est tiré au sort en fait. En tout cas, ça montre bien que plus vous êtes proche de cette menace russe, enfin, je sais pas, dans les pays baltes, je pense qu'ils sont absolument persuadés qu'il faut se préparer, s'entraîner et envisager qu'un jour il y ait un conflit avec le voisin. Donc là, il n'y a aucun doute. Et puis après, vous avez des pays du type la Grèce ou Chypre, l'Autriche et la Suisse qui ont aussi des permis obligatoires, mais évidemment pour d'autres raisons.